Donc c'est là que vous recevez vos patients, dans oui. cet endroit. Oui, oui, c'est là que Anne-Marie de Bien. Oui. Donc nous sommes à Bordeaux, pas très loin de la gare Saint-Jean. Et vous êtes, on le voit bien, vous n'êtes pas castrologue. Quelle est la part de l'astrologie dans l'ensemble de vos activités en fait? Parce que vous êtes aussi réflexologue, vous travaillez sur les pieds. Eh bien, mon activité principale, c'est la réflexologie long terme. Ensuite, après, les activités secondaires sont le conseil en phytothérapie, aromathérapie et l'astrologie. Donc tout ça, ce sont des plantes qui vous servent pour votre... Pas du tout. Non, je plaisante. Mais enfin, phytothérapie, c'est quoi? Vous pouvez expliquer? La phytothérapie, c'est se soigner avec les plantes médicinales ou aromatiques, c'est-à-dire il y a tous les médicaments en fait qui sont préparés avec des plantes médicinales qui vont des tisanes, mais pas les tisanes de confort, aux teintures, aux extraits secs, aux alcoolatures, aux teintures mères phytothérapiques et les huiles essentielles pour les plantes aromatiques. Et avec tout ça, on peut à peu près traiter tous les systèmes de l'organisme, que ce soit respiratoire, ORL, digestif, la peau, etc. etc. Disons que la phytothérapie va intervenir après les compléments alimentaires, avant l'homéopathie, dans les traitements de santé, quoi. Vous avez été formé, comment ça s'apprend? Vous êtes autodidacte? Vous avez suivi des non, cours là, et des livres? j'ai suivi des cours qui sont reconnus par l'ordre des pharmaciens. Vous êtes une sorte d'herboriste en fait. Autrefois on disait des herboristes. Oui, voilà. C'est l'ancien métier de pharmacie. Les herboristes, les anciens apothicaires. Oui, mais qui ont été les herboristes, le diplôme a été aboli avec le gouvernement de Vichy. Donc il n'existe plus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, je l'ai su. D'ailleurs, c'est sur mon blog, mais je n'ai pas du tout de mémoire. Bon, enfin bref, donc il a été enlevé par... il n'a pas été rétabli? Il n'a pas été rétabli. La seule chose, c'est que les herboristes qui existaient à l'époque peuvent encore exercer. Ah oui. Donc il existe encore des herboristes. Et vous-même à l'époque, vous n'existiez pas encore? Non, j'étais pas née. Et puis après, ben, ce sont les pharmaciens. Ce sont les pharmaciens qui... Mais vous-même, vous n'êtes pas pharmacienne? Moi, je ne suis pas pharmacienne, mais moi, je ne suis pas herboriste ni pharmacienne. Vous êtes phytothérapeute? Je suis juste conseillère en plantes médicinales et aromatiques. Mais vous fabriquez vous-même les produits quand même? Je ne les fabrique pas, non. Vous dites aux gens de se débrouiller pour faire les choses que vous leur donnez? Je leur dis où les trouver, je leur dis comment les utiliser. Mais effectivement, il faut qu'ils aillent soit dans une herboristerie pour les trouver, soit dans une pharmacie qui fait la phytothérapie. Ou alors dans la nature. Ou alors dans la nature. Mais alors là, dans la nature, je vais avec eux parce que moi j'ai appris à reconnaître les plantes et pas eux. Donc peut y avoir des dangers. Donc dans la nature, vous savez vous y retrouver? Oui. On trouve tout ce qu'il faut autour de Bordeaux ou il y a des choses qui sont très rares? On ne trouve pas tout ce qu'il faut dans Bordeaux. Enfin, dans les environs, je veux dire. Non, on ne trouve pas tout. Il manque quoi, par exemple? Qu'est-ce qui manquerait à un régime phytothérapeutique sur l'environnement naturel de Bordeaux? Je cherche. Le bouillon blanc, par exemple. C'est quelque chose... Qui est une plante qui permet de traiter les infections. Ça, il faut le faire venir. Il faut le faire venir d'une autre région de France. Mais autrement, il y a aussi des plantes qui sont originaires de Chine, comme la badiane de Chine. Il y a des huiles essentielles qui ne se trouvent qu'en Chine, mais le problème en phytothérapie ou aromathérapie, c'est qu'il vaut mieux avoir des choses fraîches. Et donc, il vaut mieux utiliser ce qu'on a pas loin. Ouais. Pour des questions de transport et de conservation. Ça se consomme sous forme de potage, enfin ça se mélange avec de l'eau. Disons que les plantes peuvent être... C'est comme une tisane en fin de compte? Les tisanes peuvent être de la phytothérapie, mais après il y a les plantes peuvent être conditionnées pour être réduites en poudre. Et donc la poudre peut se consommer dans la soupe éventuellement,
Ou alors, elle peut être mise dans des gélules pour être avalée en gélules, parce que ça dépend en fait de l'affinité des personnes par rapport aux médicaments. Vous-même, vous avez inventé des nouvelles combinaisons? Ah non, ça, je ne me suis pas autorisée à inventer de nouvelles Vous êtes combinaisons. dans le classique, vous êtes dans les recettes classiques. Je suis dans les recettes classiques parce que les gens ont des mots assez classiques. Oui. Les ballonnements. Alors, l'arthrose, vous pouvez soigner par les plantes? L'arthrose peut... Moi, j'ai des tendances à l'arthrose. L'arthrose peut un peu se soigner par les plantes, mais en fait l'arthrose, une fois qu'elle est installée, on ne peut rien y faire, mais il existe des traitements pour essayer de la stopper, de la bloquer là où elle en est. Donc vous avez quand même une certaine compétence médicale quelque part pour vous connaissez l'histoire des maladies, enfin, vous connaissez le. Disons que chaque maladie vous parle, vous connaissez les symptômes de toutes les maladies existantes. Je ne connais pas les symptômes de toutes les maladies existantes, je ne connais pas exagérer, je connais, disons que j'ai par la réflexologie plantaire. Oui, c'est un autre sujet. Déjà, on est quand même sensibilisé au fonctionnement du corps et à ces maladies possibles. Ensuite, j'ai quand même des bouquins d'infirmières et de Larousse médicale, etc., qui me permettent d'aller chercher quand je ne comprends pas ce que me dit quelqu'un sur les symptômes. C'est amusant parce que vous avez une sorte d'unité, parce que vous avez les plantes, vous avez la plante des pieds, et vous avez les planètes. Ouais. Donc il y a une espèce de continuum au niveau du nom, plante, planète, plante. Vous avez remarqué ça? Ah, ben, parce que vous parlez de plantaire, ça fait penser à planétaire, ça fait penser aux plantes. C'est une espèce d'unité du mot. Oui, ben, oui, si vous voulez. Oui, de toute façon... Pourquoi dit-on la plante des pieds? C'est curieux, parce que c'est un mot qui renvoie à la plante, quelque part. La plante des pieds, parce que ça nous ramène aux forces telluriques de la Terre. Ah oui, c'est ça. Donc on est quand même des plantes, on est un peu comme... Ça nous ramène vraiment aux forces cosmiques de l'univers. Alors qu'est-ce que c'est que la réflexion? Enfin, je suis venu surtout pour l'astrologie, mais enfin, c'était intéressant de voir comment vous combinez tout ça. Ça consiste en quoi la réflexologie plantaire. Voilà, c'est ça. Donc on travaille sur les réflexes, sur les massages, qu'est-ce que c'est? Pas du tout, ni l'un ni l'autre. En fait, au niveau des pieds, on a la possibilité de traiter, de soulager toutes les tensions et douleurs qu'on peut avoir dans l'organisme à partir des pieds, qu'on parte du bout des orteils des pieds jusqu'au-dessus des malléoles. C'est une sorte d'acupuncture à la limite. À la limite, c'est une sorte d'acupuncture, surtout que je fais la réflexologie plantaire énergétique chinoise, et donc on équilibre les énergies qui sont les mêmes que celles de l'acupuncture. On va peut-être un peu moins profondément que l'acupuncture, c'est un petit peu comme la phytothérapie par rapport à l'homéopathie, on va un petit peu moins profondément. Mais oui, on rééquilibre les énergies, et une fois que les énergies sont équilibrées, les organes fonctionnent comme il faut. Mais au niveau des pieds, on a aussi bien le système digestif que le système respiratoire, que les dents, les yeux, le nez, la bouche, la peau, les cheveux. Chaque fois, vous savez à quel endroit intervenir dans le pied par rapport au problème que la personne a. Voilà. Par exemple, est-ce que quelqu'un a un problème à la cheville, ou est-ce qu'il faut toucher le pied? Non, pourtant la cheville c'est presque le pied. Il faut traiter quoi? La cheville, c'est le système musculo-articulaire. Oui. Donc il vaut mieux pour vraiment traiter une cheville faire au moins tout le musculo-articulaire bas, c'est-à-dire les articulations qui partent après la taille, quoi. Et c'est l'élément bois. Le bois, oui, par rapport aux éléments chinois. C'est l'élément bois. Alors donc, on arrive dans l'astrologie chinoise. On va donc, c'est pas l'astrologie chinoise que je fais. Non, mais enfin, je veux dire, ça renvoie un petit peu, c'est commun, c'est un vocabulaire qui est commun à l'astrologie chinoise. Et donc, oui, c'est l'élément bois. Après, il faut faire attention à savoir si au niveau de la cheville, le problème est musculo-articulaire, c'est-à-dire muscle-tendon, ou si il y a eu quelque chose de cassé dans le problème. Ah. Parce que les os, le squelette, c'est l'élément eau. Voilà, continuez, oui. Ce n'est pas le même élément. C'est pour ça que quand on a de l'arthrose, par exemple, ça concerne l'élément eau. Oui. Et quand on a l'élément eau, qu'est-ce qu'il faut faire alors? L'élément eau, on équilibre selon... soit on le renforce quand il est un peu faible et que les os sont fragiles,
C'est-à-dire on essaye de lui donner plus de chi qu'il n'en a parce qu'il est en faiblesse. Chi, maintenant on peut employer le mot chi. Et oui. Ou énergie vitale si vous préférez. Et puis après, ou alors on équilibre si la douleur est yang ou si elle est yin. Les douleurs yang, c'est tout ce qui est douleur très vive, aiguë, qui brûle, qui chauffe, les tendinites, quoi. Si vous avez une tendinite à la cheville, c'est une douleur yang. Oui. Si vous avez une cheville qui gonfle et qui est toute bleue, Yin. c'est plutôt yin. Ouais. Moi j'ai plutôt un côté yang à ce niveau-là. Ouais. J'ai une douleur, mais il n'y a pas de gonflement. Et donc elle passe un petit peu quand vous êtes au repos. Ce qui se passe, c'est que quand je suis au repos, non, ça se redéclenche quand je me mets au repos. C'est-à-dire que ça disparaît quand je marche, et, donc, et quand je reste un certain temps assis, pendant quelques secondes, peut-être même une minute ou deux, j'ai une douleur. Donc quand je me lève. C'est une douleur yin qui passe, c'est une douleur yin. Qui passe au yang, puisque le yang est le mouvement. Oui. C'est pour ça que je préfère ne pas m'asseoir, parce que si je m'assois, je vais avoir des problèmes. Par contre, tant que je marche, a priori, ça marche. Ça se passe bien. Oui, donc c'est une douleur typiquement yin, même au niveau musculo-articulaire. Bon. C'est des douleurs qui passent dès quand on se met en mouvement. Et qui sont là quand on ne bouge pas. Oui, c'est ça. Typiquement yin. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Eh bien, il faut bouger. Il faut bouger, voilà, c'est ça. Ou alors mettre du chaud sur votre cheville. Du chaud sur la cheville? Pas du froid, mais du chaud. Ça évite la douleur par la suite? Quand on a une inflammation, on met du froid. Quand on a l'inverse, donc le yin, on met du chaud. Bon, d'accord. Du chaud, ou alors on masse dans le sens des aiguilles des montres. Au niveau du pied? Au niveau de la douleur. Au niveau de la douleur, dans le sens d'une aiguille du montre. Oui. Bon. Alors, donc là, on est en train de basculer un peu vers l'astrologie, parce que la question des éléments, même le yin et le yang d'ailleurs, la question des éléments, on le retrouve aussi en astrologie. Alors, est-ce que vous avez une astrologie qui est en accord avec... Est-ce que vous faites une astrologie plutôt orientale, plutôt occidentale? J'ai tranché, j'ai choisi pour l'astrologie hindoue, qui est entre l'astrologie hindoue que pratiquerait M. Labouré et l'astrologie védique. Oui. Et j'ai ajouté en autodidacte un peu de numérologie dedans pour affiner les choses. En fait, comment dire, j'ai commencé à m'instruire. Oui, il n'y a pas assez de lumière peut-être. Non, ça va. J'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie vers 85-86 de 1900. Hein. Ça fait une vingtaine d'années donc. Oui, au moins, oui, parce que. Mais au départ, j'ai juste vu une annonce dans un journal gratuit qui était distribué dans la boîte aux lettres et j'ai commandé une étude. Et la première étude, ça devait être ces études qui se font directement par ordinateur. Oui. Vous voyez, qui sont rendues comme ça, qui ne m'avaient pas beaucoup branché. Mais bon, un an plus tard, à mon anniversaire, j'ai revu une annonce dans un autre journal, j'en ai recommandé une autre, c'était une autre astrologie, c'était une autre étude. Et donc pendant les 4-5 ans, comme ça, j'ai commandé des études diverses et variées. Je suis arrivée aussi à l'astrologie karmique, comme ça. Bon, et puis... Sans aller voir d'astrologue, en fait. Toujours par plutôt des correspondances. Là, pour l'instant, à ce moment-là, je faisais que m'intéresser. Esprit curieux. Hein, j'explorais. Mais bon, j'étais toujours frustrée par les études commandées. Frustrée pourquoi? De quel point de vue? Ça ne correspondait pas à ce que vous étiez? J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui me manquait dans le rendu. Et puis j'ai commencé à lire les livres de l'astrologie qui sont à la bibliothèque municipale de Bordeaux. C'est la principale? La bibliothèque municipale de Bordeaux, c'est la principale, oui. Oui, parce qu'il y en a d'autres, je suppose. À Bordeaux, il n'y a pas de cette bibliothèque. Non, mais bon, comme j'habitais à côté, j'allais là. Oui, c'est comment ça s'appelle? Elle a un nom, cette bibliothèque? Mériadec. Ouais. Alors donc, effectivement, ils ont un bon choix de livres là-bas. Ils ont un bon choix de livres, ils ont quelques livres sur l'astrologie, c'est pas les meilleurs, hein, mais bon, disons qu'il y en a quelques-uns qui proposent d'établir son thème soi-même. Donc là, j'ai commencé à établir mon thème moi-même, très bêtement, hein,
Et puis bon, j'ai fait plusieurs livres, j'ai fait plusieurs méthodes, voilà, j'ai exploré longtemps. Et puis jusqu'à ce que je lise un livre de Nila Bourré qui était pas du tout sur l'astrologie hindoue, hein, c'était sur autre chose. Et donc je l'ai contacté pour qu'il fasse mon étude. J'ai été frustrée par son étude aussi d'ailleurs, mais je me suis quand même penchée sur cette astrologie-là. Et disons que par rapport aux autres, je l'ai trouvée très pratique. Parce que finalement, il n'y a pas de flou artistique psychologisant qui, moi, ne me convient pas. Et elle est essentiellement... factuelle. Non, elle est essentiellement vraiment très pratique. C'est comme des règles mathématiques qu'on applique. Et effectivement, en travaillant vraiment sur mon thème, en faisant toutes les erreurs qu'on fait quand on désire que quelque chose arrive et qu'on essaye de voir que ça va arriver, même si c'est pas du tout écrit, j'ai bien vu que si on applique les règles, si on est presque froid et distant, on arrive à avoir une interprétation très exacte. Tout est marqué, quoi. Ah. Tout. Et donc... Vous-même, vous arrivez à faire ce travail de votre côté? Oui. Vous arrivez à rendre des travaux qui soient très satisfaisants pour les clients? En fait, très satisfaisant. Disons que moi, ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai appelé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fait, que j'ai appelé parcours de vie. Parcours de vie, je commence à la naissance jusqu'à 70, 80, 90 ans, selon. On va étudier ça de près, oui. Et c'est là que je fais un mix entre la numérologie et l'astrologie hindoue. J'utilise au niveau de l'astrologie le chemin de vie, les cycles d'ambiance et les cycles de réalisation, et je combine avec l'astrologie et les périodes planétaires. Les périodes planétaires et bien sûr l'Ashtaka Varga et les maisons Vipashaya. Je ne sais pas si vous connaissez. Un petit peu, mais enfin surtout nos auditeurs. Donc, de cette façon, en astrologie, par exemple, admettons une personne est née en période de Saturne qui va durer 19 ans. C'est le Dasha. Oui, elle va durer 19 ans. Et d'un autre côté, dans le cycle numérologique, on peut comme ça arriver à faire des tranches de vie, quoi. On va dire de 0 à 34 ans, la personne va vivre à peu près ça, et après jusqu'à tel âge, elle va vivre à peu près ça, et après elle va vivre ça. Oui, c'est très pratique ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai toujours dit que ce qui manquait aux astrologues occidentaux, c'est d'un côté la numérologie qui donne des tranches de temps bien précises, et d'autre part les dashas, ce qui également c'est quand même très simplificateur tout ça, hein, par rapport à l'astrologie occidentale. Parce que pour l'astrologue occidental, quelqu'un si vous dites que pendant X années vous êtes sous l'influence de Mars, il va vous dire mais ça ne correspond à rien, ni astronomiquement, il y a des tas de planètes qui interviennent. Ah ben oui, non, mais c'est pas comme ça qu'on le dit. D'abord, si Mars, il faut voir où il est placé dans le thème, parce qu'il va donner des événements selon sa place dans le thème. Ça, c'est l'Ashtaka Varga. S'il est placé en maison 2, il va donner les événements de la maison 7, en fait. Et si il a des équivalences avec d'autres planètes, par exemple Vénus qui serait en maison 4, il donnera aussi les événements de la maison 9. Et puis les planètes sont, par leur position dans le thème, comme ça en maison, elles sont significateurs accidentels d'événements, très importants. Et elles sont aussi, de par leur nature, significatrices générales d'événements. Par exemple, Mars est significateur de la maison 1 et de la maison 6, de façon générale. Et s'il est placé en maison 2, il donnera aussi la maison 7. Alors là, effectivement, il faudrait qu'on comprenne un peu mieux. Bon, 2 et 7, on comprend parce que c'est 2... C'est plus 5. Mais en fin de compte, c'est pas évident comme correspondance, hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas. 1 et 6, 2 et 7, c'est ça?
Oui. Oui, alors 1 et 6. Si, parce que c'est ça. Il y a 5 de différence entre les deux? Non, 1 et 6, c'est simplement que Mars, de façon naturelle, est maître du Bélier. Oui. Et que Bélier est le premier signe du D'accord, zodiaque. ça d'accord, oui. Et ensuite, il est maître du Scorpion, qui est le 6e signe du zodiaque. Non, c'est le 8e. Ah oui, alors peut-être que je me trompe. Non, mais peut-être que vous ne vous trompez pas, mais c'est peut-être pas la raison. Si, non, c'est leur significateur, c'est parce qu'ils sont maîtres de ces signes. Alors c'est 1 et 8, admettons. Et puis pour Vénus, c'est 2 et 7. C'est ça. Parce que Vénus, c'est Taureau et Balance. Admettons, oui. Si c'est Vénus et Taureau et Balance, si c'est Taureau et si c'est 2 et 7, c'est forcément 1 et 8. Oui, d'accord, c'est ça, ok. Et bon, la raison des significateurs généraux, c'est ça. Et ils sont significateurs accidentels de par leur position dans le thème. Voilà. Donc, c'est fonction de la théorie des domiciles, effectivement. Voilà. Et donc, sauf que ça, c'est pour les maisons, là. Voilà, oui. Ils utilisent la théorie des domiciles en application pour les maisons. Et donc, pour Jupiter, ça sera, par exemple, la 9 et la 12, par exemple, je ne sais pas. Sagittaire et Poisson, je sais pas. Oui, sauf que c'est pas ça. Donc, et Mercure, ça sera la 3, oui, la 3 et la 6. Oui, mais c'est pas ça, parce que Mercure, c'est la 11 et la 8. Ben voilà, donc ça n'a pas de rapport avec les domiciles. Jupiter, c'est la 5 et la... Donc ce n'est pas ça, je ne sais plus. Non, c'est ça, donc c'est pas l'explication. Ce n'est pas les chiffres sont valables, mais pas l'explication. Voilà. Et bon, c'est pas très important. Et donc ensuite, les maisons sont liées entre elles. Donc la période de Mars donnera la maison 1, la maison 6 de façon significateur général. Je ne me rappelle pas la raison, je n'ai pas de mémoire. Bon. Et il donnera, s'il est en maison 2, la maison 7. Mais si on est dans la sous-période de Mars et qu'il est en maison 2, en maison 2, il donnera plutôt, il ne donnera pas forcément les événements des maisons dont il est significateur accidentel ou général. Voilà, donc il y a les maisons qui sont liées de cette façon. Donc quand on est dans la période de Mars et qu'on est en cycle, je ne sais pas moi, 3 par exemple, on va vivre certains événements pendant une certaine tranche d'âge. Et après, les sous-périodes qui peuvent être Mars, Soleil, les 7 planètes et les nœuds lunaires vont canaliser les événements que peut donner Mars dans une direction particulière, et là encore par leur position en maison. Je ne sais pas si je suis... Mais quel est le degré de précision que l'on peut arriver? Le degré de précision, mais on peut arriver à dater des événements. Oui, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas... Alors, posons le point, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, alors? Qu'est-ce qu'on ne peut pas arriver à dire? Quelles sont les limites de cet exercice? On ne peut pas vraiment trancher, puisque par exemple, la maison 8 en astrologie hindoue va être... les anesthésies, les opérations, les chirurgies, les décès de proches, mais aussi les héritages ou le rapport à l'argent d'autrui. On ne va pas vraiment pouvoir trancher sur si la personne va tout de suite se faire opérer ou si elle va avoir de l'argent. Si vous voulez. Après, là, pour trancher, il faut aller beaucoup plus finement dans les... Parce qu'il y a plusieurs significations très différentes, finalement. Voilà, dans les transits, voilà, pour affiner encore... Savoir sur quel plan ça va se passer. Et donc, quand moi je fais un parcours de vie, je donne les significations des maisons. Hein, ça fait comme quand on va au restaurant, on ouvre un menu, en fait on a un menu. Une carte. Et après, bon, si la personne veut, bien sûr, j'approfondis le moment qui est vécu, quoi, qui est en cours. Et si la personne voit que, par exemple, elle peut avoir une santé fragile dans 10 ans et qu'elle a envie d'essayer de voir de quoi il retourne, on approfondit le sujet. Est-ce que ça vous demande beaucoup de travail de faire ça? Le parcours donc, finalement, de vie, vous ne le faites pas souvent, alors? Le parcours de vie demande 10 heures de travail pour élaborer une synthèse que j'écris et que je donne à la personne. Donc c'est une sorte d'astronumérologie, c'est ça? Oui, on va dire que c'est un peu une combinaison très... Oui. Donc vous êtes quand même attiré à la fois par... Au départ, vous partez de choses simples, c'est-à-dire
de grandes périodes bien définies, et puis vous précisez au fur et à mesure. On précise au fur et à mesure. Mais enfin, vous avez quand même, vous partez quand même de quelque chose de relativement clair au départ. Donc, on sait qu'on est dans une phase de telle planète, globalement, enfin, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça, quoi. Oui. Mais par exemple, ça m'intrigue beaucoup, parce que, vous voyez, par exemple, je ne sais pas combien était la durée du Daça de Mars, par exemple, mais c'est long tout ça, c'est très long. Non, Mars n'est pas très long. Non, mais il y en a d'autres qui sont longs. Moi qui me dis ça fait 15 ans, je suis pour 15 ans, ou 19 ans, ou je sais pas combien, ou 20 ans. Vénus, c'est 19 ou 20 ans. C'est effrayant. Alors, quand on est dans un Daça de Vénus pour 19-20 ans, qu'est-ce que ça va dire, qu'est-ce que ça va vouloir dire globalement sur la période en question qu'on va traverser? Alors Vénus, je suis justement en période de Vénus, moi personnellement. Depuis longtemps? Je viens d'y entrer. Je suis entrée il n'y a pas très longtemps. Ah, d'accord. Donc vous allez y aller jusqu'à votre mort, en fait. J'y suis... pas forcément, non, je pense que je vais y survivre. Vous serez déjà plus avancé quand même. Oui, voilà. J'y suis entrée en 2010. Septembre 2010. Ah oui. Oui, c'est récent. Et avant, vous étiez dans quoi? Oh, j'étais dans Kétu. Ah oui, alors Kétu, c'est... le nœud sud. Kétu. Le nœud sud. Le nœud sud, c'est facile à vivre, la période de Kétu? Le nœud sud, d'une manière générale, détermine une avancée spirituelle, mais bon, moi, il était en maison 10, et donc dans la demeure demeure lunaire du Soleil. Donc, et la demeure lunaire du Soleil, le Soleil, d'une manière significateur général de la maison 10, et lui en maison 10, ils ont donné des choses de maison 10. C'est pas mal la maison 10. J'ai créé mon activité. Ah oui. Mais bon, c'est sûr que comme Kétu n'annonce pas d'avancée matérielle, ça s'est pas fait en avancée matérielle, ça s'est fait, je l'ai fait, quoi. Et maintenant, vous pensez que ça va bouger avec Vénus? Je ne bougeais... que ça va prendre notre tournure, forcément. Qu'est-ce que vous attendez de cette période de Vénus de 20 ans? La carrière et la vie professionnelle n'est pas à l'ordre du jour dans la période de Vénus. Ben non. Donc c'est quoi? C'est la vie amoureuse? C'est quoi? Alors Vénus est significateur général des relations amoureuses, maison 7, maison 12. Et il est dans mon thème, en tant que maître de 6, significateur général des relations amicales, des projets, des nouvelles... de la danse, des groupes, des amis. Et en tant que maître de 1, il est significateur général des problèmes de santé, accidents de voiture, litiges, etc. Donc il n'y a pas que du monde annoncé. Mais autant elle est... Parce qu'il y a aussi des calculs dont je ne me rappelle plus le nom, l'Ayavansa, je crois, qui permet de savoir si, dans quelle partie du thème une planète va s'avérer faible. Donc, ma Vénus est bonne pour les questions de maladie, justement, donc elle me protège à ce niveau-là. Elle est mauvaise dans les relations amoureuses durables, ça c'est sûr. Alors vous avez aussi les sous-périodes. Oui, et après, il y a les sous-périodes qui vont canaliser... Avec les 8 facteurs. Dans les 8... Oui. Là, pour l'instant, je suis forcément en sous-période de Vénus. Ah oui, parce que la première période de Vénus, c'est la première sous-période de Vénus, c'est la Vénus. Voilà. Ah, d'accord. Et ça, vous en avez pour 2 ans. J'en ai jusqu'en 2015. Oui, c'est une période très longue, Vénus, donc les sous-périodes sont longues aussi. Oui. Après celle de Vénus, je serai dans celle du Soleil. Oui, mais ça c'est... Ah oui, la sous-période du Soleil. La sous-période du Soleil en 2015-2016 oui. ou 2017. Qui est... Donc vous allez vous intéresser finalement aux sous-périodes, parce que c'est quand même plus... Voilà, oui. Ça bouge parce que, disons que la sous-période de Vénus ne peut pas donner tous les événements. Elle peut donner le 7, elle peut donner la 12, mais elle ne donnera pas la 11, et elle ne donnera pas la 1 non plus. Donc la question que je voudrais vous poser à Marie de Bien, c'est, vous direz que ça ne vous intéressera pas forcément, mais d'où il sort ce système-là Parce que c'est pas fondé sur l'astronomie, est-ce que ça vous gêne? Vous savez que on ne sait pas d'où ils ont sorti ça, les hindous. Ah,
ça, non. Moi, D'après quelle expérience, ou d'après quel calcul, ou d'après quel système ont-ils décrété que Vénus devait durer 20 ans, par exemple, et que telle autre planète allait durer 7 ans, ou je sais pas. Ça vous gêne pas trop, finalement, franchement. Ça ne me gêne pas trop, non. Dans la mesure où, j'ai juste vérifié par moi-même Oui. ce qui précède et ça me suffit. Oui, Parce que dans la mesure où quelque part je suis une autodidacte, si on me dit ça vient de la théorie machin, moi, elle me passe à côté, si vous voulez. C'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir vérifié par moi-même que ça fonctionne. oui. Que ça fonctionne pour moi et que ça fonctionne pour les autres. Alors justement, est-ce que le changement, il se produit immédiatement après le passage d'une phase à une autre? Alors là, ça dépend. Ou est-ce qu'il faut attendre un certain temps, que ça incube, je ne sais pas. Ça dépend. Disons que entre la période, avant d'être en période de Kétu, j'étais en période de Mercure. Je me traînais une situation professionnelle. Ça faisait 3 ans que je me disais, mais il faut que je démissionne, mais je ne le faisais pas. Vous connaissiez l'astrologie déjà à cette époque-là? Oui, mais je ne l'ai pas regardé à ce moment-là. Ah bon. Hein. Je l'ai regardé après. Et en fait, je suis passée en période de Kétu, et sous période de Kétu, et dans le mois d'entrée en période, j'ai démissionné. Ouais. Mais bon, ça me pesait quand même, mais c'était... Alors ça se mélange et ça se combine avec les cycles, enfin avec la numérologie notamment. Avec la numérologie et les cycles. Qu'est-ce que vous appelez, madame, les cycles? Les cycles. Alors, on a le cycle le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le chemin de vie, qui est ce qu'on a à réaliser dans la vie. Le type de vie qu'on a à vivre. Chemin de vie 1, on est leader. Chemin de vie 2, on doit s'associer, etc. Après, il y a les cycles d'ambiance. Les cycles d'ambiance qui sont donnés par les chiffres de la date de naissance. Le premier cycle d'ambiance, c'est le mois de naissance. Le deuxième cycle d'ambiance, c'est le jour de naissance. Et le dernier cycle d'ambiance, c'est l'année de naissance. Ça, ce sont les influences qui vont venir de l'extérieur, qui vont marquer notre vie par l'extérieur. C'est-à-dire, il peut y avoir une ambiance travail, famille, patrie. Ça veut dire que ça ne dépend pas complètement de vous, en fait. Ça ne dépend pas de nous, non, mais je ne vois pas te faire. Et puis après, il y a des cycles de réalisation qui durent. Alors, le premier cycle de réalisation dure 36 ans moins le chemin de vie. Par exemple, le chemin de vie 9, ça va durer 27 ans. Le chemin de vie 1, ça va durer 35 ans. Il est fait de l'addition du jour de naissance avec le mois de naissance. C'est forcément le plus important à réaliser. Ce sont des mini-chemins de vie. Après, le deuxième va durer 9 ans, le troisième cycle de réalisation va durer 9 ans, et le dernier jusqu'à la fin de la vie. Donc ça, il peut y avoir des grands changements aussi quand on passe d'un cycle de réalisation à un autre. C'est quand même assez puissant hein, comme changement. Si en plus on change le cycle de réalisation et qu'on change de période planétaire, là effectivement il peut y avoir un sacré changement qui arrive tout d'un coup, quoi. Mais alors, vous êtes un peu partagé. Quand on se parle de ces planètes, ça ne correspond pas forcément parfaitement dans les dates. Hein. Mais alors finalement, quand on vous écoute, on se dit, bon, d'un côté, elle a des espèces de systèmes comme ça, traditionnels qu'elle utilise, et qui parlent des planètes, mais qui ne négligent pas de regarder les éphémérides, en fait. Et puis à un moment, vous utilisez quand même vos éphémérides. Ah oui, j'utilise les éphémérides, pas pour forcément. Tout. Pas pour tout. Enfin, même pour les DASA, il faut connaître la position de la Lune, oui. Mais après, c'est plus des éphémérides. C'est-à-dire que si je veux aller plus finement dans la datation d'un événement, je regarde forcément les éphémérides. Encore, oui, alors ça rajoute. C'est-à-dire si on veut affiner encore, oui. C'est-à-dire que si vous voulez, pour moi, le parcours de vie, c'est je déroule le menu qu'il y a au programme, mais après, si on veut approfondir un moment, il faut aller dans les éphémérides. Il faut faire les transits. Donc, si je comprends bien, l'astrologie des éphémérides, elle est surtout utile pour compléter. Voilà. C'est-à-dire mais l'astrologie qui est vraiment basique,
c'est plutôt l'astrologie, c'est plutôt les données liées à la numérologie, liées à l'astrologie hindoue. L'astrologie occidentale vient préciser. C'est pas l'astrologie occidentale qui vient préciser, Enfin, parce que ce sont l'astrologie hindoue qui est assez proche de l'astrologie occidentale. En fait, c'est les éphémérides, la Iri, quoi. Oui. Sidérale. C'est plutôt la frontière entre l'astrologie chinoise et l'astrologie hindoue. En fait. Non, l'astrologie chinoise il reste encore dans l'astrologie chinoise ce que j'ai appelé tout à l'heure le flou artistique, qui n'est pas pratique pour moi. Mais quand même, vous parlez des éléments tout à l'heure, c'était des éléments chinois. Les éléments de l'énergétique chinoise. Mais ça part aussi, si vous voulez, ça peut aussi se lier à l'énergie vitale, au chakra et au nadi des hindous. Oui. Voilà, donc, si vous voulez, c'est plus dans ce sens-là que moi Si je comprends bien, Anne-Marie, quand vous ne pourriez pas vous passer de l'astrologie hindoue pour travailler, en fait, pour faire des prévisions. Vous avez besoin de ce socle, l'astrologie hindoue, sur lequel vous greffez les autres informations. Oui, voilà. Je crois que c'est assez raisonnable, parce que l'astrologie occidentale, toute seule, moi je crois que vous avez raison, parce que l'astrologie occidentale est extrêmement complexe, extrêmement riche en informations, mais on s'y perd. Donc effectivement, il vaut mieux avoir au départ quelque chose de relativement simple pour commencer, pour baliser. Ben, c'est pour commencer, baliser, puis c'est surtout parce que, en fait, moi, je ne sais pas si c'est une ambition ou un cheval de bataille, ou ce que j'aimerais, quoi, ce que je souhaiterais, c'est que les gens s'intéressent à l'astrologie et voient à quel point c'est un outil qui est formidable, finalement. Et alors, c'est comme ça que vous pensez qu'il faut faire je ne sais pas si c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Disons que... Parce que quand, par exemple, je fais un parcours de vie, j'essaye de rester neutre dans la synthèse que je rends aux gens. C'est-à-dire, je ne vais pas leur dire « vous allez être malade ». Je vais dire « il y a une possibilité de problème de santé ». Vous voyez, je reste neutre dans le phrasé le plus possible, de façon à ce que ce soit eux qui interprètent. Parce que c'est eux qui se connaissent, hein, finalement. Oui. Et d'où l'intérêt de commencer à la naissance, parce que je leur dis, comme je commençais à la naissance, vous allez pouvoir vérifier par rapport à ce que j'écris que vous avez déjà vécu, et comme ça, vous allez pouvoir projeter sur la suite. Donc, même quelqu'un qui a 40 ans, je commence quand même à la naissance. Donc vous prenez le risque de travailler sur ce qu'il connaît déjà. Je prends le risque, oui. Sur ce qu'il peut valider ou invalider. Voilà.